Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur le forum. Je m'étais un peu détachée de tout ce qui est légendes urbaines, mais j'ai de quoi remettre en question toutes mes croyances sur le sujet. Pour être honnête, je ne m'attends pas à ce que vous me preniez au sérieux. Libre à vous de considérer cette histoire comme un canular avant mon ultime départ. Je vous demanderai juste de ne pas me répondre avec des MDR, t'es psychologiquement atteint, toi, comme vous l'avez fait avec des témoignages de Ragondin Malin le mois dernier. Je vis suffisamment mal ce qui m'est arrivé, au point d'en faire des cauchemars toutes les nuits, malgré les nombreux cachets que je me suis fait prescrire. Bref, j'en viens au fait. J'étais et suis toujours bénévole dans mon village auprès d'une association d'aide aux personnes âgées. Il y a quelques mois, un samedi, je rendais visite à Pietro, un vieil homme, ma foi, fort sympathique, bien que peu bavard. Il nous arrivait de parler de légendes urbaines vu qu'il en connaissait un rayon, mais la plupart n'étaient pas effrayantes. Enfin, je vous avais tout de même parlé de la Tarasco, il me semble. Cette fois, il voulait me parler d'une histoire un peu plus sérieuse. Quelque chose dont on ne parlait pas trop. Il s'agissait de la maison close au bord du lac. Suite à un incendie, il y a longtemps, la bâtisse qui tenait à peine debout avait été fermée. Mais je crois que certains jeunes y font parfois de l'urbex. Pietro, lui, l'avait connue à l'époque où elle était encore fonctionnelle. On se doutait bien que certains habitants du village s'y rendaient. Mais le sujet était en ce temps soit tabou, soit source de plaisanterie. Un jour, le frère jumeau de Pietro, appelons-le V, lui a dit qu'il s'y était rendu, que ce qu'il y avait vécu était absolument magique, et que Pietro devait absolument l'accompagner le soir suivant. V était un original et Pietro un peu plus froussard, acceptait rarement le dessus dans ses sottises. Cette fois pourtant motivé par des intérêts personnels, il avait accepté. S'il pouvait être vu se rendant là-bas, cela pouvait bien dissiper quelques rumeurs pourtant bien fondées à son sujet. Le soir suivant, ils étaient donc devant la porte de cette grande maison à la peinture écaillée, au volet dont le bois avait pourri et dont les alentours étaient envahis par les mauvaises herbes. Rien de vraiment étrange, mais l'atmosphère était pesante. Oui, l'air était si lourd qu'il leur pesait sur les épaules et les prenait à la gorge. Pietro avait voulu mettre ça sur le compte du stress. À l'intérieur, le hall était vide, à l'exception d'un comptoir en bois verni et intégralement recouvert de velours rouge. Celui-ci était taché et la pièce sentait extrêmement mauvais, comme une odeur de moisissure ou de viande pourrie. Le comptoir détonnait un peu avec le reste. L'air, lui, s'était encore un peu plus épaissi. Un rire féminin avait résonné et V avait souri, avant de se précipiter vers une porte. Il semblait avoir reconnu la voix. Pietro s'était alors trouvé seul dans la pièce, ne sachant que faire et se sentant un peu con. Il s'était alors dirigé vers le couloir en face de lui et s'était retrouvé face à une porte entr'ouverte. Ensuite, tout était flou. Pietro se souvenait d'avoir perdu connaissance, puis s'être réveillé en sentant un puissant orgasme. Et cela s'était répété une fois, 2 fois, 10 peut-être. La puanteur était toujours plus intense tandis que le plaisir se décuplait sans cesse. Il ne savait s'il était allongé, debout, assis. La seule certitude qu'il avait malgré l'obscurité était que des dizaines d'hommes arpentaient son corps. Quand il avait vraiment repris connaissance, il était de nouveau hors de la maison, debout dans l'herbe. Il ne comprenait rien à ce qui venait de se produire. Effrayé par ce qu'il avait vécu, Pietro avait décidé de ne jamais y retourner. Bien que chaque nuit, les souvenirs de cette soirée se manifestaient agréablement dans ses rêves. V continuait d'y retourner chaque soir ou presque. Et à mesure que les semaines se succédaient, sa santé mentale semblait se détériorer. Cela avait commencé par des absences. Puis, très vite, des crises de démence avaient fait leur apparition. Il entrait dans une fureur telle qu'il cassait des objets et hurlait sur tout ce qui se mettait en travers de son chemin. Il disait qu'il avait besoin de voir la déesse qui l'attendait dans la maison close et que le manque le rendait fou. Un jour, dans une crise particulièrement violente, il avait tranché son pénis. Hospitalisé un moment, il n'a pas pu retourner au bordel et sa fureur avait laissé place à la léthargie. Il n'a plus jamais prononcé un mot. Les années ont passé. Pietro travaillait en tant que menuisier et veillait sur son frère malade, ne pensant plus à cette maison, qu'il ne considérait pas comme réel responsable de la folie de son frère. Un jour, cependant, un homme avait affirmé une chose incroyable. La femme du maire n'était pas morte le mois dernier, comme tout le monde le croyait. Il criait haut et fort qu'elle avait été son amante et que désormais c'était une prostituée de la maison close du village. Certains disaient que c'était une aberration, tandis que d'autres ricanaient, en disant qu'ils iraient bien vérifier par eux-mêmes. Le fanfaron avait été diagnostiqué schizophrène, peu de temps après. Et les habitants du village avaient cessé de donner du crédit à ses paroles. Le maire s'était pendu l'année suivante,
et des commères avaient affirmé l'avoir vu se rendre à la maison close. Peut-être que c'était vrai qu'il n'a pas supporté d'y trouver sa femme. Ou bien il était déçu qu'elle soit vraiment morte. Le même jour, V avait fui la maison pendant que Pietro faisait une sieste. On avait retrouvé son corps après avoir éteint l'incendie qui s'était répandu dans la maison close. Vengeance contre ce qu'il pensait être à l'origine de ses problèmes dans un état de semi-lucidité ou suicide désespéré. Pietro, après avoir fait son deuil, avait enfoui ces événements troublants dans un coin de sa mémoire, et les autres villageois en avaient fait de même. Le bâtiment avait simplement été abandonné. Même si pour moi c'était des sottises, j'ai eu la curiosité de me rendre sur place. Après tout, j'habitais ici depuis des années, et je n'avais jamais été voir la seule attraction un peu glauque du coin. J'avais décidé d'y aller la nuit afin de bien me mettre dans l'ambiance. J'avais prévu de vous prendre des photos pour en faire un topic. Mais la première chose qui m'a saisie quand j'ai été à moins de 500 mètres, c'est l'odeur qui m'a enveloppée et l'épaisseur de l'air. C'était comme Pietro me l'avait raconté. Persuadée que mon esprit me jouait juste un tour, je suis entrée. L'intérieur était différent de ce qu'il m'avait décrit cependant. Tout était carbonisé et il me semblait que toute la structure menaçait de s'écrouler. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux vous le raconter. Je ne me souviens pas vraiment de la chronologie des événements et je pense que vous êtes en mesure d'imaginer l'essentiel. C'était effrayant et en même temps complètement addictif. C'était comme si une drogue parcourait mes veines. Je pouvais déjà sentir le manque arriver malgré une puissante envie de vomir tout ce que contenait mon estomac. Comme Pietro, je me suis retrouvée dans l'herbe alors que le soleil se levait. J'ai essayé de retourner à l'intérieur de la maison. Je voulais comprendre. Je me suis déchaînée sur la porte un long moment, mais impossible de l'ouvrir. Comment ce vieux bout de bois brûlé pouvait-il tant me résister ? Je n'aurais pas dû jouer à ça. Depuis, je ne cesse d'y penser. Partagé entre l'envie incontrôlable d'y retourner et la terreur. J'y pense constamment, dans mes rêves surtout. Je prends des médicaments pour anéantir ma libido et des anxiolytiques. Ça m'aide un peu à ne pas craquer et y retourner, mais je reste tentée, complètement possédée par cette maison qui m'appelle sans cesse. J'envisage même de déménager. Je n'ai pas pu reparler à Pietro depuis qu'il m'a raconté cette histoire. J'ai appris son décès en rentrant chez moi après cette excursion maudite. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais si jamais quelqu'un ici a déjà eu affaire à des lieux comme celui-ci, contactez-moi en privé. Je sais bien que vous n'oserez sans doute pas prendre la parole en public. J'ai lu sur internet des histoires concernant des emplacements semblables. Il semblerait qu'ils soient comme des passerelles pour les démons voulant corrompre les humains. Mais je ne sais pas quoi en penser et impossible de retrouver les auteurs de ces articles. Voici mon Facebook si jamais. Oh, non, ne partez pas. J'ai une seconde histoire. Après tout, on va pas fêter 1 an d'ouverture de la chaîne sans une autre histoire. Alors maintenant, ce sera le témoignage d'une sœur. J'aime Bess. C'est la meilleure sœur du monde entier. Elle joue souvent avec papa et moi, même si elle dit tout le temps qu'elle est trop vieille pour jouer comme une petite fille. Quand je fais un mauvais rêve, elle se blottit contre moi pour que je n'ai pas trop peur. Mais elle est trop effrayée pour penser à se réfugier près de moi quand le méchant homme est arrivé. Nous l'étions toutes les deux. Bess était en train de dormir quand je l'ai vue grimper à la fenêtre. J'étais trop terrifiée pour bouger. Le méchant homme a attrapé Bess et lui a couvert la bouche. Il l'a maintenue en l'air jusqu'à ce qu'elle arrête de se tortiller. Je suis restée allongée silencieuse comme si je dormais. Il m'a regardée mais a dû entendre mon père car il s'est vite retourné, sorti de la pièce et a sauté par la fenêtre du couloir. J'ai crié pour que papa vienne. Mais quand il est entré, tout ce qu'il a pu faire, c'est serrer Bess et la bercer en pleurant. J'ai pleuré moi aussi. J'ai dit à mon père que tout irait bien, que j'avais tout vu et que j'allais dénoncer la personne qui avait blessé ma sœur. La police est venue et a tout inspecté. Il y avait tellement de gens. Et j'essayais tant bien que mal de les faire m'écouter, mais ils ne voulaient pas. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux remarque que j'étais en train de crier et me prenne dans ses bras. Un policier est ensuite arrivé derrière moi et a tiré sur ma ficelle. Alors j'ai arrêté de crier et j'ai dit « Tu es mon meilleur ami !» Ce n'était pas vrai, mais je l'ai dit quand même. Il a ouvert le trou dans ma poitrine et a sorti mon appareil photo secret. Les photos montraient le méchant homme et ce qu'il avait fait à ma sœur. Celui-ci travaillait avec mon père, alors le policier l'a trouvé et l'a mis en prison. Papa ne joue plus avec moi maintenant. Parfois, je lui demande si nous pouvons jouer à la dinette comme nous le faisions avec Bess. Mais il n'entend pas. Et quand je lui dis qu'il est mon meilleur ami, il ne m'écoute pas. Il me regarde juste avec ce regard triste et effrayé. Et m'enferme dans la chambre. Je sais que Bess lui manque. Elle me manque aussi. La chambre est devenue si calme maintenant qu'elle est partie. Allez, une petite dernière. 1 an, c'est pas tous les jours qu'on les fête. Pour la dernière histoire, ce sera Fiche M. Diogo Alves, le meurtrier de l'Aqueduc.
Le tueur de l'aqueduc, également connu sous le nom de Diogo Alves, est un tueur en série d'origine espagnole, né en Galice en 1810. Déménageant au Portugal dans le but de trouver du travail parmi des familles fortunées en tant que garçon de chambre ou cocher, alors qu'il était encore relativement jeune, il commet ses infamies de 1836 à 1840. Durant toutes ces années, il a terrorisé les habitants de Lisbonne et a fini par devenir celui que les Portugais considèrent comme le tout premier tueur en série du pays. À l'âge de 26 ans, il commence ainsi à commettre des vols et des meurtres sur l'aqueduc des Eaux Libres, faisant près d'1 kilomètre de longueur et étant suspendu à 65 mètres de hauteur pour se faire de l'argent. Il dépouille les fermiers et les balance par-dessus le canal afin que leur mort passe pour une série de suicides. En agissant de cette façon, il arrive à tuer et dépouiller au moins 70 personnes. La police n'agissant pas, car les suicides de fermiers n'ont pas d'importance pour eux. N'étant pas toujours satisfait, il a décidé de former un gang pour s'attaquer aux résidences privées. Avec un groupe, il enchaîne cambriolage et meurtre jusqu'au mois de février 1841, où la police l'attrape enfin, mettant un terme à ses activités. La vérité sur les suicides de l'aqueduc était au passage révélée au grand jour. Il fut condamné à mort par pendaison. En plus d'être considéré comme le premier tueur en série du Portugal, il est également considéré comme le dernier condamné à mort du pays. Exécuté à une époque où la phrénologie, aujourd'hui considérée comme une pseudoscience, était à la mode, et où les scientifiques pensaient à tort qu'un cerveau pouvait abriter les aspects de la personnalité des personnes et que la forme du crâne de quelqu'un pouvait montrer son organisation interne. Sa tête fut récupérée et conservée dans un bocal de formol. Les scientifiques étaient persuadés que chacun des aspects de sa personnalité et de ses penchants criminels pouvait être ressenti, observé, palpé. Alors une fois mise dans ce bocal de formol, sa tête a finalement été ramenée à la faculté de médecine de Lisbonne. Rien ne prouve réellement que ces expériences ont été faites sur la tête de Diogo Alves, mais les souvenirs de sa vie et de ses crimes perdurent à travers ce reliquat, qui aujourd'hui est toujours posé dans son bocal, sur une étagère de la faculté de médecine de Lisbonne, cette même ville où il sema la terreur de son vivant. Au Portugal, l'histoire du tueur de l'aqueduc est si connue que le premier film de fiction portugais datant de 1911 est un film muet se nommant Les crimes de Diogo Alves. Si son histoire vous intéresse, rendez-vous à Lisbonne pour admirer sa tête. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour vous dire encore une fois, merci d'être là, merci d'être mes abonnés, merci d'être présents, merci de me soutenir, merci d'être là à chaque sortie de vidéo et d'attendre toujours les prochaines. Je vous dis à vendredi pour une creepypasta inédite, dont vous aurez un peu plus tard le post. Et avec un peu de chance, je vous donne rendez-vous aussi samedi pour une nouvelle série totalement inédite, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et naturellement, comme je suis revenue de vacances, je vous donne rendez-vous lundi pour les légendes urbaines. Voilà, merci pour tout. À très bientôt.